bien la mousse, très absorbant, étonnamment doux. Je remarque un scintillement doré sur le torse de Pita. Je tends la main et je soulève le disque accroché à une chaîne autour de son cou. Et coucou, je vous retrouve dans un décor un petit peu différent pour le week-end. J'espère que le micro que j'utilise, qui est un peu différent de celui que j'ai d'habitude, va bien fonctionner. D'habitude, j'utilise celui-ci et un autre micro en backup, et j'avoue que je suis pas hyper convaincue de ce micro pour l'instant, mais bon, on est là pour tester. Petit débrief de Hunger Games, le tome 2, donc l'embrasement il me semble en français, et Catching Fire en langue originale. Je l'ai fini ce matin, je l'ai poncé hier en préparant mes affaires pour partir, en rangeant et tout, j'étais en train de l'écouter en continu et je l'ai fini avant de partir ce matin. Et waouh, c'est vraiment un volume qui s'achève sur un espèce de cliffhanger, de suspense en tout cas, qui est vraiment très fort. Et là j'ai qu'une envie, c'est commencer le tome 3, mais je me force un peu à attendre en me disant laisse couler un peu, laisse décanter, parce que il faut faire un peu une petite pause. Bon, un tome 2 qui permet un peu qui va beaucoup plus dans le détail au niveau de du comportement du gouvernement vis-à-vis des citoyens, avec la notion de censure qui a été déjà abordée dans le premier tome, mais là qui est un peu plus mise en avant. Il y a aussi vraiment toute la répression qui s'accentue, qui se renforce, et où en fait là du coup ce tome 2 montre un petit peu comment face à la répression on se soutient en petite communauté, même si c'est en fait assez insignifiant par rapport à la force de frappe du gouvernement. Et il y a un truc qui est cool aussi, qui est évoqué dans le tome 2 et sur lequel un petit peu s'achève le premier film, et je trouve ça intéressant qu'ils aient fait ce choix pour le premier film, c'est que le film s'achève plus ou moins avec le président Snow qui dit à un politique, je sais plus exactement à qui, à un juge je crois, il ne faut pas qu'il y ait d'espoir, il faut tuer l'espoir. Et c'est typiquement en fait ce qui va se passer dans ce tome 2, c'est vraiment tuer l'espoir chez les gens qui ont cru voir un signe positif chez Katniss, un comportement positif, une possibilité de rébellion, une possibilité de changement, un nouveau possible finalement. Et ça, le gouvernement du Capitole comprend très bien qu'il faut tuer ça dans l'œuf tout de suite. Et donc ça va être un peu leur stratégie sur ce tome 2. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on approfondit un petit peu tout cet aspect politique qui est vraiment encore plus présent, qui m'avait déjà frappé, on va dire, en tout cas la misère m'avait frappé dans le tome 1, à quel point c'était mis en avant, et l'injustice était mise en avant dans ce premier volume. Dans le deuxième, il y a toujours cette notion d'injustice évidemment, mais on a beaucoup plus en fait la stratégie du gouvernement qui est mise en place, l'intimidation aussi qui est montrée, la menace, la manipulation de l'information, la censure. C'est hyper intéressant et encore une fois tellement d'actualité je trouve de nouveau. Je pense que ce soir je vais mater le film, du coup le deuxième film, j'ai hâte. Et alors je sais pas si je vais commencer le tome 3 tout de suite, je vais peut-être un peu me laisser le temps de décanter un peu, parce que là j'ai l'impression que je suis en train vraiment je sais pas le terme quand on dit, j'ai envie de dire binge-watcher, mais c'est pas ça le terme quand on écoute un livre, du coup je sais pas trop. Mais je suis vraiment à fond. Dites-vous que j'ai commandé sur Vinted une broche avec le gemme au cœur, tellement je trouve ça stylé et que je suis à fond. Donc ouais, vraiment c'est vous dire, là la série elle m'a happée, ça y est, je suis fan, je suis officiellement dans le truc. Bon, déjà j'étais très convaincue sur le premier volume plus le film, mais là avec la lecture de ce deuxième volume, clairement je suis dedans, ça y est, j'ai plongé dans la saga. C'est trop bien, ça me fait trop plaisir de plonger dans une saga comme ça faisait longtemps. Et ouais, c'est trop chouette. Donc je vous dirai ce que j'ai pensé du film peut-être plus tard. Et le tome 3, ouais, j'essaie de me doser un peu, j'essaie de me dire si tu le finis après t'auras plus rien à lire, même si c'est pas vrai, puisqu'il y a eu 2 tomes qui sont en fait un préquel à la trilogie de ce que j'ai pu comprendre, qui sont sortis, donc en soi j'ai encore de quoi faire. Mais j'ai envie quand même de prendre mon temps et de savourer un peu plus. Donc voilà, je redescends tranquillement. Alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais derrière moi il y a ma bibliothèque d'enfance entre guillemets. Il y a notamment l'étagère manga là où il y a vraiment beaucoup de mangas que j'ai pas forcément ramené chez moi aujourd'hui, mais que j'ai lu ou que je me suis procuré quand j'étais plus jeune, dont notamment tous les Yu-Gi-Oh qui sont là, genre vraiment Yu-Gi-Oh incroyable. Et il y a aussi quelques romans là par là, tout là. C'est rigolo. À chaque fois que je reviens dans cette bibliothèque, ça me rappelle plein de souvenirs de choses que j'ai lues quand j'étais plus jeune quoi. Et c'est marrant, j'aime bien. Il y a aussi, tout en haut, là on voit pas derrière, mais il y a toute la collection Danse. Je sais pas si vous connaissez ces bouquins, genre c'était l'histoire de Nina qui voulait devenir
ballerine à l'Opéra de Paris ou je sais plus trop, mais c'est trop mignon, on suit son parcours en fait, de quand elle est toute gamine jusqu'à ce qu'elle arrive à faire des trucs cool plus tard. C'était marrant, j'étais ultra fan de ce truc quand j'étais gamine, je lisais tous les tomes, j'arrivais à tous les trouver d'occasion et à tous les lire, c'était trop bien. Et coucou, on se retrouve pour un deuxième book haul. Ce n'était absolument pas prévu, mais écoutez, le craquage a été fait. On se baladait en bord de mer avec mes parents et en fait on est tombé près d'une médiathèque où il y avait une sorte d'événement où ils revendaient des livres donnés et des vieux livres de la médiathèque pour récolter des fonds et racheter ensuite des nouveaux livres pour cette médiathèque. Donc il y avait beaucoup de livres autour de entre 2 et 0,50 €, donc vraiment pas grand, enfin vraiment pas cher, et il y avait vraiment des trucs assez chouettes. Il y avait des gros formats par exemple qui étaient à 2 €. Il y avait du Donna Leon, il y avait du Stephen King, il y avait du Mary Higgins Clark, enfin il y avait vraiment plein de trucs super connus que je connais pas spécialement personnellement, mais en tout cas il y avait vraiment pas mal de choix en vrai. Il y avait des petites pépites et on a trouvé quelques trucs. On est chacun reparti avec une petite pile, donc vraiment la razzia de livres. Et donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé, ce que j'ai déniché. Alors il y a déjà une autrice chinoise, Chili, Le chaud de la vie. La couverture m'a vachement attirée. Alors on voit l'étiquette de la bibliothèque, mais la couverture est très jolie. Et ça raconte un peu l'histoire d'un quartier à Wuhan, très animé, et où il y a une femme qui s'appelle Célébrité et qui vend des coups de canard dans ce quartier. Et ça a l'air de raconter un petit peu le quotidien de cette femme et de son attachement à ce quartier, et ça a l'air assez intéressant. J'ai jamais lu, je crois, d'auteur ou d'autrice chinoise, ou pas que je sache, donc ça va être la découverte et j'ai hâte de voir ça. Ça m'intéresse en tout cas.
Ensuite, j'ai trouvé un roman qui est assez connu et dont j'avais beaucoup entendu parler en bien. C'est Le Mage du Kremlin de Giuliano d'Ampoli, qui raconte en fait l'histoire de Vadim Baranov, qui a été un conseiller visiblement de Vladimir Poutine avant de démissionner, et qui raconte un petit peu, qui vient en fait se témoigner auprès de l'auteur a priori. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense qu'il y a je pense que c'est un peu romancé. Et il va raconter un petit peu les dessous en fait de politique du gouvernement de Poutine, j'imagine. Et je n'ai entendu que du bien de cet ouvrage, et notamment de sa description du pouvoir. Et ça parle aussi de la Russie, donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc hâte de voir ça. Ensuite, j'ai pris Combat et métamorphose d'une femme de Edward Louis, que vous connaissez sans doute. Très court. C'est sur sa mère, je crois qu'il parle justement de sa mère qui vivait dans une situation de précarité, et il explique comment en fait la violence masculine a aussi sans doute affecté son parcours, et comment elle a choisi en fait de se révolter contre ça autour de sa quarantaine. Je pense qu'il va parler de son divorce, du divorce de sa mère avec son père, entre autres à mon avis. Ayant déjà lu d'autres textes d'Edouard Louis, je commence un peu à situer. Donc je l'ai pas lu celui-ci et ça m'intéressait, donc je l'ai pris. Ensuite, un auteur que je ne connais pas du tout dans une maison d'édition que je ne connais pas non plus, c'est Peter Lovesey, Mots d'esprit aux éditions Labyrinthe. La couverture m'a clairement attirée, mais le résumé m'a aussi bien parlé. Ça se passe dans un Londres un petit peu fin du 19e, donc déjà une époque que j'aime bien. Donc à Londres ça se passe, et un peu une ville qui est tournée autour de séances un peu de spiritisme. Il y a un côté un petit peu étrange, ça a l'air de parler d'une histoire de vol de peinture, de tableaux, avec un mélange de fantômes un petit peu, j'ai l'impression. Donc ça m'a pas mal interpellée. Je sais pas si ça sera bien. C'est un auteur du XXe siècle, je crois, Peter Lovesey. Je connais pas du tout. Ça se trouve ça sera nul ou ça se trouve ça sera très bien. Donc écoutez, juste je me suis dit allons-y, ça peut toujours être cool, un petit mystère avec des fantômes et des histoires un petit peu étranges. Ensuite, je suis tombée sur cette très jolie édition de l'un des premiers romans de Jane Austen, je sais pas comment on dit, de Northanger Abbey, c'est un peu dur à dire. Donc c'est un de ses premiers romans qui a été publié à titre posthume, où il est indiqué qu'elle semble peu parodier le genre du roman gothique, donc ça m'intrigue pas mal, et tout en inscrivant ce livre dans la lignée des romans d'apprentissage. Je n'ai pas beaucoup lu Jane Austen, j'ai lu juste Orgueil et Préjugés, qui est vraiment un de mes romans préférés. Enfin vraiment, j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé tellement bien écrit, tellement pertinent, j'ai adoré le ton un peu, l'humour en fait qu'elle a, juste vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc ouais, j'espère que je vais retrouver ça dans celui-ci, même si j'imagine bien entendu qu'il sera pas aussi, aussi bien qu'Orgueil et Préjugés, évidemment, parce que c'est un de ses premiers romans, donc j'imagine qu'il est pas... Voilà, c'est œuvre de jeunesse, c'est marqué, donc elle était plus jeune, donc forcément il y aura sans doute des choses qui risquent de manquer, mais il n'empêche que je suis curieuse. Et ensuite, alors ça je l'ai pas trouvé dans cette espèce de vente, mais ça je l'ai trouvé dans une boîte à livres, et c'est vraiment la couverture qui m'a totalement intriguée. C'est La Laisse de Françoise Sagan. Alors en fait c'est une peinture a priori de Édouard Manet, ouais c'est ça. Et la couverture m'a totalement intriguée, je ne sais pas de quoi ça parle. Et après j'ai lu la 4e de couverture, le résumé visiblement, qui m'interpelle un petit peu et qui a l'air assez marrant, qui a l'air assez piquant, j'ai l'impression. Ça dit « On s'est choisi pour époux un jeune musicien, de talent certes, mais sans génie. Sans ambition surtout, un flâneur. On le nourrit, on l'habille, on le toilette. On lui calcule son argent de poche au plus juste. On le tient en laisse, quoi. Mais si la laisse est en soi, même si la laisse est en soi, et on l'écoute avec attendrissement, égrener ses arpèges inoffensifs. Mais un jour, de ces arpèges sort un tube. Sous la pluie de dollars, le petit chien s'ébroue, propose naïvement de se changer en homme adulte. Il est toujours aussi joueur, mais on croit qu'il montre les dents. Alors on tire sur la laisse d'un coup sec, très sec, au risque de l'étrangler ou de se casser le poignet, ou pire. Du meilleur Sagan, moqueur, émouvant et caustique, un bonheur. C'est ce qui est marqué. Alors Françoise Sagan, je crois que j'ai juste lu Des Bleus à l'âme, que je n'avais pas trouvé trop mal, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai pas non plus détesté. Je trouvais ça assez sympa, sachant que je partais avec, je crois, un gros a priori sur cette autrice au départ. Mais j'avais bien aimé en vrai Des Bleus à l'âme, je crois. J'en ai pas un mauvais souvenir en tout cas. Et donc j'avais envie de tester celui-ci, qui pareil est un roman, je pense pas très long en vrai, assez court. Ça c'est bien les romans courts, c'est sympa, je trouve que c'est cool.
J'en profite pour vous dire que du coup j'ai vu le film adapté de Hunger Games 2, toujours une bonne adaptation je trouve, même si forcément il y a eu plus de raccourcis pris je pense sur ce tome 2 parce que plus de choses évoquées dans le roman. Mais je trouve que globalement ils s'en sont bien sortis, vraiment les éléments principaux du roman sont là, les phrases importantes sont là, sont reprises vraiment quasiment au mot près, vraiment les séquences importantes sont là. Donc franchement pour moi, pas grand chose à redire. C'est vrai que je pense que j'ai préféré le premier film à celui-ci, je pense, juste en termes d'ambiance générale, de façon de filmer, je sais pas, il y a un truc que j'ai préféré je pense dans le premier, mais ça reste une bonne adaptation en tout cas par rapport au roman initial. Et là je viens tout juste de commencer le livre audio le 3e tome, La Révolte. Je crois que c'est Mockingjay en anglais. Voilà. Et mais je suis vraiment tout début du bouquin quoi. J'ai dû écouter 1 heure même pas je pense. Donc voilà. Entre temps j'ai également lu Les dangers de fumer au lit qui est un recueil de nouvelles de Mariana Enriquez que je n'ai jamais lu donc que j'ai découvert avec ce recueil. J'ai bien aimé. Je pense que j'ai quand même bien aimé ce recueil. Alors ce sont des nouvelles horrifiques, glauques, donc je préfère prévenir. Moi j'ai pas trouvé ça hardcore du tout, mais je pense que certaines personnes peuvent pas apprécier du tout ce style et être assez touchées par certaines descriptions qu'il peut y avoir. Ça tourne un peu autour de choses un peu morbides, de cadavres, de zombies un peu fantômes. Il y a beaucoup ce genre de thématiques qui reviennent et aussi beaucoup de thématiques autour de violences faites aux enfants qui sont d'ordre très divers. Hein. Ça vraiment c'est l'abandon d'enfants, la violence sur enfants, bref, vous pouvez imaginer du moins pire au pire. Moi je savais pas trop comment j'allais réagir par rapport à ça et je crois que j'ai plutôt apprécié, le genre en fait, ce genre en général m'a pas trop dérangé. Et la première nouvelle, pour vous donner une petite idée, qui est quand même assez glauque et assez décalé, m'a quand même fait rire. Enfin, j'ai fini la première nouvelle et j'ai eu un petit ricanement en mode parce que la chute m'a quand même fait marrer. Mais globalement, je trouve que ce recueil est assez inégal. J'ai bien aimé le fait que tous les personnages principaux ou tous les points de vue qu'on nous montre sont des personnages sont des points de vue féminins. Ça c'est vraiment tout. Je crois qu'il n'y a pas une seule nouvelle où on n'a pas un point de vue féminin. Ensuite, c'est un peu une description. Enfin, ce recueil de nouvelles, il forme un peu un ensemble autour de plusieurs thématiques, donc je l'ai dit, un peu autour des enfants qui sont abandonnés, maltraités. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent dans les nouvelles, quasiment pas toutes les nouvelles, mais beaucoup de nouvelles comportent ça, et l'adolescence aussi plus que l'enfance même parfois. Ça c'est des thématiques qui reviennent vraiment souvent. Elle est originaire de Buenos Aires et il y a beaucoup de nouvelles en fait qui se passent à Buenos Aires et qui parlent de quartiers défavorisés en fait tout simplement de Buenos Aires et des bidonvilles également. Ça c'est des choses qui sont évoquées régulièrement. Il y a aussi une nouvelle sur Barcelone et qui critique un petit peu justement le tourisme de masse à Barcelone. Et elle parle aussi des quartiers qui ont été délaissés au profit du tourisme. Donc ça c'est des thématiques qui reviennent assez souvent. Donc je dirais point de vue féminin, ce que peuvent vivre les femmes en tant que violence, les violences que subissent les jeunes, les adolescents, les enfants, et les quartiers les plus défavorisés, les plus pauvres aussi en fait de l'Argentine à Buenos Aires. Et j'aime bien la façon d'aborder ça avec de l'horreur, un petit peu des histoires qui font un peu creepypasta je trouve par moment. Il y a vraiment un peu de ça pour certaines histoires en tout cas. Mais j'ai trouvé que c'était très inégal en fait en termes de nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles où on s'attend en fait à la chute et du coup pour moi, dans ce genre de texte, si t'as pas une bonne chute, c'est pas évident en fait de rendre le truc très captivant et très je trouve pas qu'elle ait un style extraordinaire en vrai en termes d'écriture. Pour le coup, il y a beaucoup de choses dans sa façon d'écrire, dans les thématiques qu'elle aborde, enfin plus dans les thématiques d'ailleurs, dans les thèmes, dans les histoires racontées, qui m'ont beaucoup rappelé Mâchoire de Monica Oreda, qui est un roman que j'ai adoré. Mais je trouve que pour le coup, Monica Oreda, pour moi, écrit beaucoup mieux que Mariana Enriquez, en tout cas. Après c'est une traduction, donc forcément il y a toujours un peu... je peux pas lire en langue originale, donc je lis en traduit. Mais ça je sais pas, je pense pas que ça soit lié pour moi à la traduction. Donc je sais pas, je trouvais que le style était quand même... Je préfère le style de Monica Oreda pour le coup. C'est vrai que j'étais très surprise de voir les thématiques qui sont vraiment très très proches. Vraiment ce côté d'adolescente un peu malsaine, un peu méchante, hein, clairement on peut le dire pour certaines. Ce côté malsain, macabre autour de l'automutilation, de challenge, de trucs un peu malsains entre adolescents. Il y a vraiment ce truc-là qui est revenu assez souvent. La fumée, la clope en fait, tout simplement, le fait de fumer qui est juste présent tout le long de l'ouvrage aussi, donc d'où le titre aussi du recueil, même si c'est aussi le titre d'une nouvelle. Donc je dirais que c'était un peu inégal vis-à-vis du style en fait que j'ai pas trouvé extraordinaire et de certaines nouvelles qui pour moi tombent un peu à l'eau parfois parce qu'on s'attend en fait à la fin, on s'attend à
à ce qui va se passer tout simplement, mais il y en a quelques-unes quand même que j'ai vraiment appréciées et que je retiens. Donc c'est la toute première que j'ai bien aimée, l'exhumation d'Angelita, que j'ai bien aimée. Ramblatrice m'a pas forcément transcendée, mais je l'ai trouvée intéressante, c'est notamment celle qui parle de Barcelone. Où es-tu mon cœur, j'ai beaucoup aimé. Viande aussi qui était pas mal, et la dernière, quand on parlait avec les morts, que j'ai trouvé très intéressante aussi, et avec une chute un peu plus travaillée pour le coup, je trouvais, par rapport aux autres. J'ai bien aimé, mais j'ai pas été transcendée, je dirais. Je pense par contre que ça m'a plu de lire ce genre de texte, je sais pas pourquoi, j'avais un côté un peu fasciné, mais en même temps ouais, et en même temps ça me faisait un peu rire parfois, tellement c'est glauque, absurde et tellement invraisemblable en fait parfois, même si ça s'ancre très bien dans la réalité, hein. Ce qu'elle écrit, il y a vraiment des espèces d'apparitions fantomatiques, on sait pas ce qui est vrai ou faux, c'est pas mal. Je suis très curieuse de lire son premier recueil de nouvelles qui est assez connu, et pour sûr j'ai son roman Notre part de nuit, son premier roman, dans ma bibliothèque, donc ça faudra que je le lise aussi. C'est un bon pavé, je crois, c'est une belle brique, mais je pense que ça m'a vraiment donné envie de le lire, et c'est peut-être pas plus mal que j'ai commencé justement avec un recueil de nouvelles pour me faire une petite idée, et commencer ensuite un roman. En tout cas, c'était plutôt une bonne lecture, ouais. Me revoilà. Je pense que je vous ai déjà débriefé sur ma lecture du deuxième volume de Hunger Games 2. Faut savoir que dans la foulée, j'ai donc regardé le film. Je crois que j'ai aussi débriefé sur le film de mémoire. Et j'ai commencé le tome 3 en audio toujours. Je l'ai vraiment poncé. Je l'ai pas fini. Il me reste là, j'ai vraiment mis en pause en me disant qu'il fallait que je me calme un peu. Je suis à 70% de l'ouvrage, donc bon, globalement je suis quasiment à la fin, et je ferai une pause, je pense, entre cette trilogie et les deux volumes qui sont sortis après, qui sont des préquels, il me semble, des spin-off préquels, mais quelle saga en fait. Là je pense que ce soir je vais mater le film, le troisième film, mais la première partie il est divisé en deux parties. Quelle saga, franchement, je suis tellement contente de me dire que des gens ados ont pu lire ça. C'est vraiment une série de bouquins qui est géniale en fait. Je trouve qu'il y a tellement de thématiques qui sont abordées de façon claire, juste, complète aussi sur plein d'aspects. Suzanne Collins, elle montre vraiment ce que c'est qu'un gouvernement qui devient une dictature, comment ça fonctionne, comment ça s'entretient aussi avec cette notion de casser l'espoir, de faire peur. Par l'image, par la propagande, par la censure, par la menace constante, par la répression militaire, par le culte de la personnalité, et ça on va le voir vraiment dans ce troisième tome où en fait finalement même un camp opposé va essayer d'utiliser ce même type de stratégie finalement pour s'en sortir. Donc oui, il y a vraiment toute une réflexion autour de ça, autour du spectacle en fait, de comment on met en scène aussi la menace, la violence, pour que les gens gardent ça en tête, que cette menace pèse sur eux à chaque instant, entre guillemets. Il y a aussi beaucoup, comme je parlais de violence, il y a aussi la violence a des conséquences en fait. C'est pas juste de la violence gratuite pour se donner un genre ou autre. Pas du tout, c'est vraiment une violence qui est toujours avec des conséquences traumatiques très importantes sur les personnages. Dès le départ, les personnages ils sont déjà sous des traumatismes un peu liés à la violence de leur situation, parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Katniss, au tout début du roman, elle explique qu'elle a perdu son père dans un effondrement de mine. Je me souviens une fois en live Twitch, je parlais un peu des bouquins, je disais que ça m'avait frappé l'aspect très frontal en fait de la pauvreté dans le livre, qui est traité tout de suite avec clarté, de façon très directe, et je disais, entre guillemets, par comparaison, un petit peu exagéré mais pas si éloigné que ça, je disais c'est vraiment germinal, il y a une mine, il y a des gens qui meurent de faim, qui peuvent rien faire, qui se font réprimer s'ils essayent de se révolter, c'est vraiment ça quoi.
Donc très belle saga, je suis très curieuse de voir ce qui va en être pour le préquel par la suite, mais je pense que je vais me laisser un peu plus de temps. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses à dire et qu'en fait dès le tome 3 elle avait l'air d'avoir anticipé certaines choses, j'ai l'impression, Suzanne Collins, mais l'avenir me le dira. Hâte de voir les 2 derniers films en tout cas, et de finir de savoir ce qui se passe quand même sur la fin, comment se conclut cette trilogie. Donc très très chouette découverte, franchement c'est une de mes découvertes jeunesse de l'année que je trouve absolument, qui va vraiment me rester en mémoire, je pense. Ensuite j'ai continué un petit peu Tsubasa Reservoir Chronicle. J'ai pas énormément avancé, j'ai lu un tome supplémentaire depuis que je vous ai, la dernière fois que je vous ai parlé, donc dans le vlog précédent je pense, j'ai lu ce tome là et j'ai commencé le tome 12 et je pense que je continuerai un peu dans la semaine, mais comme je sais pas à quel moment je vais conclure ce vlog ou pas, voilà, je vous tiens au courant. Donc c'est toujours aussi cool, et en plus là il y avait une personne qui avait, dans le monde où ils étaient, il y a quelqu'un qui perturbe un peu les événements, et une nouvelle personne qui perturbe, et je me suis dit ah je pense que je sais qui c'est, et en fait non, le bouquin il m'a un peu eu, donc c'était marrant. J'ai lu un autre manga, c'est un manga que j'ai pris un peu pas par hasard, mais que j'ai choisi de lire parce que j'étais très énervée un soir et j'arrivais pas à me calmer, je commençais à être énervée on va dire, et j'arrivais pas à me détendre, à me calmer, il fallait que j'aille me coucher, et je l'ai vu sur mon étagère, et en fait déjà rien que voir la couverture, cela m'a quand même apaisée. Regardez moi cette mignonnerie sans nom. Franchement, le renard et le petit tanuki de Mitagawa. Le petit tanuki, franchement, si c'est pas trop mignon déjà le titre. Un tanuki c'est une sorte de raton laveur un peu au Japon. C'est un animal hyper important au Japon. Il y a beaucoup de statues de tanuki en fait devant les portes de maison, parce que c'est un peu un symbole de richesse, de prospérité. Le tanuki a un pouvoir de métamorphose et peut se transformer en argent ou faire apparaître de l'argent, je sais plus exactement. Je crois que c'est lui qui se transforme en argent. Et du coup c'est pour ça que par exemple dans le jeu Animal Crossing, Tom Nook il s'occupe un peu de récupérer de l'argent pour votre prêt et votre achat de maison. Dans ce manga, on va suivre un petit tanuki qui a été abandonné par sa famille parce que c'est un tanuki qui a des pouvoirs magiques, qui peut se transformer, qui a des pouvoirs de métamorphose, et les autres tanuki le rejettent parce qu'il est différent forcément. Mais les animaux qui ont des pouvoirs de métamorphose sont voués à servir les dieux, et donc ce petit tanuki doit être formé pour pouvoir servir la déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil je crois, oui du soleil. Et en fait en parallèle on a le renard, j'ai oublié son nom au renard, Senzo le renard, qui est un renard qui était malfaisant par le passé, qui en faisait qu'à sa tête et qui a été emprisonné par la déesse Amaterasu, qui décide de le libérer après des années, des siècles je crois même d'emprisonnement, mais à la condition qu'il aide le petit tanuki à être un bon métamorphe entre guillemets, qui puisse servir les dieux et qui puisse aider les autres esprits. Donc il y a un petit peu une relation père-fils un petit peu qui est évoquée, même si le petit tanuki cherche un peu sa famille, il comprend pas trop, et le renard lui il fait comme s'il n'aimait pas du tout le petit tanuki, mais franchement, comment on peut résister à un petit truc mignon comme ça? Le renard il peut faire genre, mais il résiste pas à cette petite chose mignonne. Et donc on va suivre un peu leurs aventures. Et voilà, il y a aussi la thématique un petit peu de tout ce qui est la métamorphose des animaux et de la symbolique dans la culture japonaise, avec la métamorphose du renard, mais il y a aussi celle du loup, du chien, et celle du blaireau un petit peu aussi, donc c'est hyper intéressant. Et les dessins sont magnifiques hein, évidemment, je sais pas si je me dois de le préciser, mais je vous insérer des planches, vous allez voir que c'est extrêmement beau, extrêmement mignon. C'est doux, c'est drôle, et on apprend des choses, donc moi franchement j'aime beaucoup, je ne pensais pas, mais je pense que je vais me procurer les autres tomes parce que ça a vraiment été un gros coup de cœur, donc très très chouette. Et un beau travail d'édition aussi, parce que souvent ces petites couvertures là plastiques, il n'y a rien derrière, c'est toujours la même chose qui est imprimée. Et là il y a une petite planche en plus qui a été ajoutée par l'auteur ou l'autrice, j'aurais dit une autrice mais je suis pas sûre. Et derrière aussi, donc c'est vraiment très beau, et j'aime beaucoup ce genre de détails dans les éditions de manga. Ah oui, puis une très belle couverture colorée aussi au début, vraiment magnifique. J'adore. Vous pardonnerez le décalage au niveau du cadre, mais j'ai eu un classique problème de carte mémoire. J'ai continué ma lecture de M, l'enfant du siècle de Antonio Scurati.
Honnêtement, je pensais atteindre la page 500 pour vous débriefer aujourd'hui, mais je ne suis qu'à la page... Enfin, je suis à la page 1419, ce qui est déjà pas mal, mais qui n'est pas autant que ce que j'avais espéré. Mais c'est pas grave, vous avez vu que je papillonne un petit peu et que je lis un peu plein de choses, donc c'est normal de ne pas être 100% focus sur un truc. C'est une lecture très dense, très dense. Bon, au-delà, je vous épargne le commentaire sur la taille du bouquin évidemment, mais il y a voilà beaucoup de noms de personnages, beaucoup de noms de lieux. Les chapitres sont très courts, ce qui est un avantage pour ne pas trop s'y perdre et finalement faire régulièrement des pauses, je trouve. Donc ça c'est cool. Mais voilà, beaucoup de personnages, beaucoup de points de vue qu'on suit finalement, et c'est pas toujours évident je trouve, mais ça va, ça se lit quand même pas trop mal. Il y a un côté un peu qui me fait penser à... Enfin, en fait, cette densité dans l'ouvrage, elle me fait parfois penser au roman de Zola, donc c'est assez marrant. Et aussi par le fait que les romans de Zola m'ont beaucoup appris finalement sur le fonctionnement et même sur des aspects de la vie en France au 19e siècle. Il y a un peu cet aspect-là aussi dans cet ouvrage, à savoir que j'apprends beaucoup de choses en fait sur le fonctionnement politique de l'Italie au 20e siècle. Et par exemple, ça va vous paraître tout bête, mais je ne savais pas que l'Italie avait eu une monarchie, alors je crois que c'est une monarchie constitutionnelle si je dis pas de bêtises, mais a été avec un roi pendant hyper longtemps. C'était jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon. Moi, je m'étais dit, mais... Enfin, je savais même pas qu'ils avaient eu un roi, alors que si, c'est logique, mais c'était pas du tout dans mon esprit, j'avais pas ça du tout en tête, donc comme quoi j'apprends beaucoup de choses à ce niveau-là. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est principalement le début vraiment de la formation des faisceaux de combat, donc qui est le parti politique qui a créé Mussolini après la Première Guerre mondiale, et qui est principalement composé des Arditi. Les Arditi sont des anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui n'ont pas été, n'ont pas été vraiment bien reconnus à la fin de la Première Guerre mondiale, et globalement dans l'Italie il y a un sentiment un petit peu de défaite alors qu'elle faisait partie des vainqueurs. Il y a un sentiment de défaite parce que plusieurs territoires n'ont pas été, avaient été promis mais n'ont finalement pas été accordés à l'Italie lors des accords de Versailles il me semble. Et alors attendez, en regardant mon livre tout à l'heure, j'ai découvert ce que j'aurais dû découvrir il y a bien plus tôt. Une carte! Je découvre cette carte bien plus tard et bien trop tard, ce qui m'aurait permis de ne pas chercher partout où était Fiume, dont il est question, donc un territoire qui va être assez important et que les nationalistes italiens vont essayer de reprendre. Et la Dalmatie! Voilà, ça permet un peu de situer où c'est, parce que je ne savais pas du tout où étaient ces territoires et je ne les situais pas. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup plus clair avec cette petite carte bien intégrée. Indispensable avec l'histoire. Avec ce sentiment de défaite, Mussolini va beaucoup jouer sur le nationalisme, la militarisation du pays, aussi un peu de reconquérir en fait les territoires qui leur ont été pris. Ça démarre comme ça. Mais il va un peu retourner sa veste quand il va voir que ça se passe pas si bien que ça. Donc on voit quand même que c'est un personnage qui est très opportuniste, très malin. Qui a déjà un charisme indéniable qui est décrit dans le bouquin au travers du regard de différents personnages. C'est assez étrange en fait à lire comme ouvrage, dans le sens où j'ai pas tant l'impression que ça de lire un roman, j'ai vraiment l'impression de lire un documentaire Arte, très précisément. Et c'est bizarre, à la fois c'est hyper intéressant parce que j'apprends beaucoup de choses, même si c'est pas toujours évident et des fois je suis un peu en mode Osef, j'ai compris, c'est passé 15 fois la même chose, là faudrait peut-être avancer. J'ai un peu ce feeling parfois, notamment quand on nous décrit la énième confrontation qu'il y a dans le livre, je vais y revenir après. Donc c'est un sentiment de lecture qui est assez bizarre, mais bon, pour l'instant je suis pas, ça me réfrène pas, mais c'est juste étrange parfois. Ce qui est intéressant c'est de voir comment le mouvement des fascistes va prendre de l'envergure et se développer petit à petit. On voit que c'est extrêmement progressif et par exemple au début ils ont très peu de gens qui sont partisans en fait, qui les soutiennent. À l'époque où Mussolini lance ce mouvement, le socialisme est très mis en avant et très soutenu parce que voilà, il y a eu la révolution russe, je sais plus, en 1917, un truc comme ça, et voilà, c'est encore tout récent et ça se répand dans toute l'Europe, donc forcément le socialisme est très important à cette époque-là, les partis socialistes sont importants. Il y a beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations et aussi beaucoup de répression policière que Mussolini soutient, n'hésite pas à envoyer des petites milices de Arditi pour soutenir les carabinieri et les policiers italiens pour aller réprimer tout ça. Hein. Déjà il y a une petite connivence avec le gouvernement en place qui se voit et qui étrangement peut rappeler certaines situations en France, par exemple, au hasard.
Mais en fait, moi, ce qui me surprend, c'est la violence. En fait, il y a beaucoup de confrontations, beaucoup d'attentats, beaucoup de répressions qui sont commises par ce parti. Pas que, mais beaucoup par ce parti aussi. Et ouais, c'est omniprésent en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment en partie lié à l'héritage de la Première Guerre mondiale, où je pense qu'il y a des gens qui doivent être traumatisés. Il y a comment dire, une infusion de la violence dans toute la société italienne qui, à cette époque, qui est hyper importante. Et d'ailleurs, c'est trop triste, mais par la suite, j'ai vu un documentaire qui parlait des thrillers et des policiers italiens des années 70, donc 1970 et 1980, pardon, donc au XXe siècle, qui sont des films extrêmement violents, et le documentaire expliquait pourquoi c'était des films violents. Et en fait, le fascisme, c'est pas parce qu'il y a eu il a continué en fait d'infuser dans la société italienne, même après la Seconde Guerre mondiale, et dans les années 70-80, il y avait beaucoup de groupes de néofascistes qui commettaient des attentats pour générer la peur dans la société, et pour que les gens aillent voter pour l'ordre et pour la sécurité, en fait, pour être rassurés, parce que les attentats de partout les faisaient flipper en fait. C'est assez flippant en fait de voir à quel point tout ce que là commence à faire Mussolini va avoir des conséquences, bon, les conséquences qu'on connaît sur la Seconde Guerre mondiale, mais en fait bien après dans tout le pays, ça va continuer à avoir des effets. Il va y avoir des partisans qui vont continuer à propager ça et à défendre ces idées-là. On voit aussi quand même que c'est quelque chose qui se met en place de façon progressive. Au départ, les faisceaux de combat, ils ont quand même pas mal d'idées socialistes en fait dans leur programme. Je sais pas si j'ai un exemple là, je vais essayer de le retrouver. J'ai trouvé l'extrait, donc ils disent à un moment donné, donc ils présentent un petit peu leur programme politique, donc bien évidemment ça se termine par « Pour le problème militaire, nous voulons une nation armée », donc ça va être un truc qui va rester je pense tout le temps. Mais par exemple, vous voyez, il y a pour le problème social, nous voulons la journée de travail de 8 heures, des minima salariaux, des représentations syndicales dans les conseils d'administration, la gestion ouvrière des industries, une assurance sur l'invalidité et la retraite, la distribution des terres en jachère aux paysans, une réforme efficace de la bureaucratie, une école laïque financée par l'État. Ça vend du rêve presque là, comme ça, vous croyez pas? Hyper intéressant. De voir comment le parti se met en place, progresse et change aussi au fur et à mesure. Donc lecture très dense, pas évidente toujours, mais hyper intéressante, et où je prends beaucoup de notes, et voilà, je pense que ça m'apprend vraiment beaucoup de choses, et j'aime apprendre, donc c'est parfait. Qui dit book haul dit petit tri dans les livres qu'on a chez soi. Donc j'ai fait plusieurs piles ici de livres que je ne souhaite plus conserver. Donc ça c'est des livres que je vais soit jeter soit donner, parce que c'est des guides de ville, vous savez, ça se passe très vite. Ça c'est des livres que je vais donner en boîte à livres. Ça permet de faire des échanges quand vous prenez d'autres livres en boîte à livres aussi. Et c'est pas des livres qui étaient repris par les différentes applis que j'ai pu tester pour revendre les livres. Souvent je fais un peu moitié-moitié, j'en mets une partie à vendre et une partie que je donne en boîte à livres. Ça c'est la pile du coup que je vais pouvoir que je vais revendre, et ça c'est des livres que je vais prêter, donner à ma maman notamment. Pour les livres, je vais les revendre sur Giberjeune, c'est l'application je trouve qui donne les meilleurs tarifs je trouve. J'ai essayé avec d'autres applications comme Momox et Recyclivre, et j'ai un peu halluciné de la différence de prix par rapport à Giberjeune. Ça par exemple, quasiment l'équivalent en scannant tout ce que j'avais là, en scannant ces deux piles. Avec Recyclivre, j'en avais pour environ 4,50 €, et pour Momox j'en avais pour 6,50 €, et avec Giberjeune, donc cette pile là spécifiquement, qui sont les seuls qui le reprennent, j'en ai pour plus de 18 €, ce qui est vraiment énorme en termes de différence. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible, mais bon, tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Et à ça il faut déduire les frais d'expédition, donc entre 4 et 5 € pour expédier tout ça. Donc voilà. They said that's why Snow tortured you. To hurt me. Snow says that everything that comes out of your mouth is a lie. All I know is that I would have saved myself a lot of suffering if I had just given that bread to the pig. Quel meilleur jour pour filmer la conclusion de ce vlog et mon avis sur la trilogie de Hunger Games et les 4 films que le jour où je reçois enfin ma merveilleuse broche Mockingjay. J'aime au cœur, je suis très contente et je suis vraiment une grosse fan. J'ai fini le tome 3 il y a 3-4 jours je dirais,
Et waouh, c'était pas évident hein, comme fin. Je vais pas spoiler ou je mettrai des timecodes lorsque ça sera le cas, mais en tout cas c'est quand même un bouquin qui m'a pas mal remué, notamment sur toute la dernière séquence, enfin ouais, le dernier quart je dirais. Bon, c'est une saga que je trouve vraiment, c'est une sacrée découverte. J'ai été happée dedans tout de suite. Il y a un côté qui vous tient en haleine en permanence. Le fait que ça soit raconté à la première personne rend le truc aussi très prenant à l'écoute, je trouve. Vraiment, Kelly Marot, très très bonne narratrice, j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, j'ai commencé la balade du serpent et du oiseau chanteur, je crois plutôt, donc qui est un préquel, qui a un tout autre narrateur, et j'ai eu un peu de mal au début parce que c'est étrange de toujours être dans l'univers de Hunger Games mais avec un autre narrateur. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé la narration de Kelly Marot. C'est pas des bouquins qui ont un style extraordinaire, mais ça ne me gêne pas parce que déjà, j'attends pas spécialement ça quand je lis un roman jeunesse. Suzanne Collins arrive toujours à mettre en avant les choses importantes dans le dialogue, dans la façon dont elle va l'écrire, donc moi ça m'a pas spécialement gênée. C'est une saga une trilogie plutôt où le personnage principal sera tellement ballotté de bout en bout, sera placé dans une situation de survie dès le départ, et ce avant même de débuter les Hunger Games. Katniss est déjà dans une survie quotidienne finalement face à la pauvreté, face au fait de devoir chasser pour subvenir aux besoins d'elle et de sa famille. Et en fait tout le long cette survie ne va jamais s'arrêter. Le sujet de la faim sera continu, le sujet de la survie sera continu, ça sera vraiment deux thématiques fortes. Il y aura ensuite toute une thématique politique qui est dès le départ annoncée mais qui ne fait que monter en puissance. Katniss devient le symbole d'une révolution, mais malgré elle n'est jamais vraiment, comment dire, actrice dans les choix qui lui arrivent, les choses qui lui sont, on va dire les grands événements qui lui arrivent. Elle n'en est quasiment jamais responsable, ce sont toujours des adultes qui prennent ces décisions pour elle ou qui l'utilisent, et ce vraiment jusqu'à la conclusion de la série. Il n'y a pas, quasiment, hein, il y a très peu de choses où on a l'impression que ça vient, il y a évidemment elle a plein de décisions, elle a un libre arbitre, etc. Mais globalement, on se rend compte qu'elle est très souvent utilisée. Et même en fait quand on a l'impression qu'elle prend certaines décisions d'elle-même, ces décisions ont quand même été influencées ou plus ou moins attendues par certaines personnes qui s'attendaient à ça pour que ça serve leurs intérêts. Donc il y a vraiment un aspect très sombre hein, sur le libre arbitre et le choix de Katniss. Le sujet de la violence évidemment qui est omniprésent et qui n'est pas... comment dire, la violence n'est jamais esthétisée dans Hunger Games, ce qui était un peu ma crainte au début quand j'ai su que c'était un battle royale. Pas du tout, au contraire il est même plutôt sujet de comment la violence traumatise et laisse des séquelles en fait sur la façon dont on se comporte par la suite et sur l'avenir qu'on envisage également. Il y a des gens qui restent vraiment dans un état de pétrification et de peur suite à la violence, il y en a d'autres qui vont se complaire dans une surviolence par la suite. Ça a des conséquences différentes en fait sur différents personnages. Il y a ensuite tout ce qui est gouvernement tyrannique, gouvernement qui impose une propagande, qui fait de la censure, qui cherche une organisation qui permet de garder l'oppression en permanence en utilisant des menaces. Beaucoup de thématiques fortes qui je trouve sont quand même assez bien traitées. Ce qu'on pourrait reprocher au livre, c'est peut-être le traitement de certaines... comment dire, moi je pense que pas mal de personnes pourront reprocher le triangle amoureux de la trilogie, parce qu'il y a un triangle amoureux. Disons que ça, moi je pensais que ça allait me déranger, au final pas tant que ça, même si j'aurais aimé quand même plus de clarification sur certaines relations, et notamment j'aurais aimé un développement un peu plus poussé sur la fin du 3e tome entre Peeta et Katniss, parce qu'il y a quelque chose qui arrive un peu, pas comme un cheveu sur la soupe, j'irai pas jusque là, mais que j'aurais aimé voir un peu plus développé. Concrètement, j'aurais aimé qu'on sache plus comment Peeta se remet vraiment. On a un aperçu déjà, Suzanne Collins apporte pas mal d'éléments de reconstruction, comment dire, après un traumatisme, après avoir été complètement formaté. C'est l'entraide collective, c'est l'affirmation avec d'autres personnes qui peuvent te dire ce qui est réel ou pas. C'est voilà l'aide, tout simplement. Et le fait de se reconstruire aussi dans un endroit plus paisible, mais je trouve que voilà, il y a l'épilogue en fait très précisément du tome 3 m'a un peu ne m'a pas dérangée, parce que j'étais heureuse en fait que ces personnages aient enfin un espace de paix et de reconstruction possible et de bonheur en fait, tout simplement. Ça m'a fait vraiment du bien pour eux après ce qu'ils avaient vécu, mais je pense que certains pourront le voir d'une façon assez mielleuse et peut-être un peu naïve.
Voilà, bon moi personnellement ça ne m'a pas dérangé, j'ai pas trouvé que... Enfin ça arrive de façon un peu abrupte peut-être, mais j'ai quand même trouvé que ça me paraissait cohérent avec l'idée, en tout cas la volonté de se reconstruire, comment dire, d'avoir un peu d'espoir. Au niveau des films, les films sont de très fidèles adaptations, je trouve, globalement, des romans. Alors évidemment, certains personnages disparaissent, il y a des choses qui sont coupées, évidemment, ça reste des films par rapport à un livre, on peut pas autant détailler. Je trouve vraiment que les 2 premiers films sont très très fidèles. Pour vous donner une idée quand même, dans les 4 films, on a vraiment les dialogues essentiels des bouquins qui sont repris mot pour mot dans les films, donc ça c'est vraiment... hyper bien, surtout que c'est vraiment des dialogues à chaque fois qui ont été très bien choisis et qui sont très importants, donc ça c'est chouette. Globalement ouais, j'ai pas grand chose à dire sur les 2 premiers. Je pense après que j'aurais pas autant aimé les films si je n'avais pas lu les livres. Il est probable que j'aurais peut-être été plus critique ou que je me serais peut-être posé plus de questions sur certains éléments qui sont pas toujours très bien justifiés. Je sais pas comment j'aurais réagi, moi je voulais lire les livres avant de voir les films. Ce que je vous dis là, c'est surtout valable pour les 2 derniers en fait, où je trouve qu'il y a des personnages qui disparaissent dans le... Enfin, il y a un personnage par exemple qui disparaît dans le 2, dont on ne parle jamais, et après qui réapparaît à la fin du dernier film, et j'étais en mode, ok, moi je vois qui c'est, je sais pourquoi ce personnage est là, mais là les films ils ont un peu merdé pour moi dans le sens où on n'entend plus jamais parler de ce personnage, et il repop, et t'es en mode... ils se sont dit que là il allait y avoir un problème si ce personnage n'était pas là, donc ils viennent de le refaire réapparaître. Bon, voilà. Dans le dernier aussi film, je trouve que le personnage de Tigris est passé trop est trop survolé en fait. C'est un personnage, alors qui est pas non plus ultra présent, mais qui a quand même, qui est là pour montrer quelque chose d'assez important, qui est comment en fait on peut être rejeté au Capitole et trahi, même au sein du Capitole un petit peu, j'ai l'impression. Là pareil, ils se sont pas trop attardés dessus, c'est un peu dommage. Et surtout, moi, vraiment une séquence où j'ai trouvé que c'était dommage là où il y avait autre chose à faire pour moi, c'est la séquence à la fin la révolte partie 1. On a le sauvetage de Peeta qui est prévu, et en parallèle, donc Katniss n'assiste pas au sauvetage de Peeta, c'est ça dans le bouquin. Et dans le bouquin, moi il me semble qu'elle ne sait pas ce qui se passe du sauvetage, elle suit juste la diffusion qui est faite de Finnick. Donc Finnick fait une diffusion TV où il dévoile des secrets de Snow et du Capitole pour détourner l'attention lors de l'attaque, lors de l'infiltration pour sauver Peeta, donc c'est une diversion qui est faite. Finnick fait des révélations à ce moment-là qui sont ultra importantes, qui vont changer le regard que Katniss a sur lui, qui révèlent des choses hyper graves qui se sont passées au Capitole, qui expliquent un peu aussi comment il mettait la pression sur les vainqueurs en fait des jeux, que même si tu gagnes les jeux en fait, tu n'étais jamais vraiment gagnant ou gagnante. Et c'est vraiment ce que dit Katniss, c'est que même quand elle a l'impression de gagner, elle ne gagne jamais vraiment. Donc ces révélations sont très importantes, et dans le film, ils ont fait le choix de mettre la tête de Finnick à côté, l'intervention retranscrite en direct que Katniss voit, donc elle voit les 2 choses en même temps. Et ensuite, il y a des plans qui sont coupés où on voit vraiment l'intervention en temps réel. Alors, les plans de l'intervention en temps réel, franchement, pourquoi pas, c'était pas mal. Je trouve que c'est des images assez belles. Sauf que du coup, j'ai trouvé que tout l'ensemble faisait que ça atténuait, voire même me rendait un peu obsolète tout ce que dit Finnick. Et à mon avis, ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment juste un gros plan sur Finnick, peut-être quelques plans sur le visage de Katniss pour voir comment elle réagit, et à des alternances avec l'infiltration, mais aucun son spécial, pas vraiment de son quand ils sont en train de s'infiltrer pour sauver Peeta, mais juste vraiment le discours de Finnick qui continue d'imposer sa voix et de faire ses révélations. Je pense que ça, j'aurais préféré quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai retenu, où j'ai vraiment été déçue et un peu frustrée parce que je voyais pas ça du tout comme ça. Mais bon, c'est toujours pareil, quand vous avez lu un bouquin, vous faites votre idée des personnages, de comment ça se passe, et forcément, le film fait les choses différemment, mais c'est assez normal et je l'ai globalement accepté. Mais là, pour moi, c'était un peu dommage parce que je pense que le discours de Finnick est hyper important à ce moment-là, et ouais, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus mis en avant. Globalement, ça reste des films que j'ai vraiment appréciés, qui ont une réalisation vraiment correcte et surtout un casting très impressionnant. Jennifer Lawrence, elle m'a vraiment bluffé tous les 4 épisodes. Moi, surtout dans le premier où je me souvenais pas, dont j'avais pas de souvenir quand je l'ai revu. Et vraiment, son jeu, c'est vraiment le personnage de Katniss. Enfin, elle arrive à transcrire énormément d'émotions de Katniss. Sans même les verbaliser, et je trouve que c'est vraiment très fort. Elle m'a touchée de bout en bout, enfin vraiment ouais, le tout dernier film là, c'était un crève-cœur de le voir, j'ai pleuré je sais pas combien de fois devant. Donc ouais, un très bon casting, franchement les autres acteurs et actrices sont vraiment pas en reste.
Josh Hutcherson qui joue Pita est très bien. Voilà, il y a vraiment plein de personnages que j'ai beaucoup aimé. Haymitch évidemment qui est super. Le personnage de Plutarque. Il y a eu qui d'autre, enfin bref, un bon casting. D'ailleurs c'est très chouette de retrouver quelques têtes qui sont dans Game of Thrones. Il y avait notamment Nathalie Dormer et l'actrice qui joue Brienne. Je sais, Gwendoline quelque chose, je sais plus je connais plus son nom, donc je le mettrai. Ça faisait plaisir de revoir leur visage dans ces films. Et puis voilà, globalement, si vous avez aimé les films, je vous conseille de lire les livres. Ça vous apportera plein d'informations en plus, très chouette, et c'est tout aussi prenant. Si vous avez lu les livres, et bien évidemment allez voir les films, ils sont très cool. Ça fait une sorte de complément intéressant, je trouve. Et voilà, donc pour ma part, je n'ai pas pu m'arrêter, j'ai commencé directement la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui promet d'être assez intéressant. J'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans les 20 premières minutes parce que nouvelle voix de narrateur, parce que plus une première personne qui raconte aussi. Donc assez curieux, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va être tout aussi intéressant de se plonger dans ce récit-là. Voilà. Je vais conclure ce vlog qui, je pense, aura duré 1000 ans. J'ai l'impression que j'ai fait que parler ou que j'ai filmé plein de trucs, je sais pas ce que ça va donner. Lise du montage, bon courage à toi. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!